Qui parmi vous s'est déjà senti un peu, voire complètement inutile lors d'une réunion? Avec ou sans post-it d'ailleurs, la méthodologie n'est pas très importante. Eh bien, en tout cas, malheureusement, vous n'êtes pas les seuls. Les études le montrent, plus d'un salarié sur 2 profite d'une réunion pour y faire autre chose. Pire encore, une réunion sur 4 seulement aboutirait à une décision. Alors j'ai envie de dire, bon, peut-être que ça gêne personne, mais si. Il y a 2 problèmes à cette situation. Le premier problème, il est simple. Ces réunions faussement participatives et souvent vraiment descendantes, eh bien, en fait, elles coûtent très cher aux entreprises. Elles coûtent cher tout simplement en turnover, en démotivation, c'est un peu excessif, mais bon, voilà. Ça coûte cher aussi en manque de créativité, d'innovation. Bref, ça coûte vraiment cher aux entreprises. Deuxième problème, on est dans un monde, et vous l'avez vu, vous le constatez autant que moi, un monde où le rythme des innovations est très intense. Tout s'accélère. Donc il est vraiment impératif pour les entreprises de savoir décider vite et mieux encore de savoir agir vite. Donc pour adresser ce problème, moi je me suis dit effectivement comment libérer la créativité, comment libérer l'intelligence collective des équipes. Et pour effectivement adresser ce problème, j'ai décidé il y a 2 ans et demi de fonder Caperly. Alors Caperly, c'est quoi? Caperly, c'est une jeune structure qui justement a comme ambition de pouvoir libérer ses énergies, de pouvoir rendre les organisations plus comme des communautés apprenantes et de pouvoir aller plus loin dans le travail collaboratif. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Caperly? Bonne question. Alors quand Air Liquide ou par exemple Sanofi nous sollicitent en nous disant on aimerait diffuser nos valeurs, on aimerait pouvoir distiller nos mindsets à travers nos équipes, comment vous pouvez faire? Eh bien notre réponse, elle est simple, au co-design, on co-crée avec eux des outils physiques de l'ordre des serious games, que nous on appelle plutôt des outils de team learning parce qu'on apprend ensemble. Et on crée avec leurs équipes ces outils qui peuvent développer et déployer en toute autonomie. C'est notre manière de les faire monter en compétences. Alors très bien, on travaille avec des grands groupes, on fait des choses intéressantes, on joue, vous l'aurez compris. Mais ce n'est pas assez pour nos clients actuels qui nous disent « mais comment vous pourriez nous aider à inventer l'entreprise de demain, une entreprise plus collaborative, qui aille encore plus loin dans sa capacité de créer ?» Alors imaginez-vous, vous êtes là, dans votre salle de réunion ou de créativité, et au lieu d'avoir des tables classiques, vous avez au milieu de l'équipe un îlot, comme un îlot de cuisine, là où on se sent bien, où on a envie de partager la recette, de prendre part, d'être acteur. Et bien là, vous avez un îlot qui va être avec une dalle tactile, qui va avoir plusieurs briques, puisque au-delà du dispositif physique de la table, ça c'est pas notre métier, mais nous, ce qu'on va y intégrer, c'est on va y plugger des applications collaboratives telles que Klaxoon ou Storm, ce que vous connaissez certainement. Et surtout, on va y mettre notre ADN, notre capacité à y mettre du contenu, à y mettre un filage de défis, vraiment de contenu pédagogique, notre métier. Voilà où on est actuellement avec certains des clients avec qui on co-design cet outil. Donc on est une jeune équipe, on est 4. Notre métier, c'est de concevoir, c'est de designer, c'est d'éditer et de faciliter les outils qu'on a conçus avec nos clients. Voilà un peu un panel de qui on accompagne actuellement. Et si je suis venue aujourd'hui vous rencontrer à Devox, c'est parce que nous, on maîtrise la brique contenu. On a bien un marché qui s'ouvre et des partenaires qui attendent qu'on développe pour eux cette solution. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous demander, et je suis sûre que parmi vous, il y a des porteurs de projets, d'applications collaboratives ou tout autre aspect qui pourrait enrichir l'expérience du collaborateur autour de cet îlot. Donc si vous êtes porteur de ce type de projet, j'ai envie de vous dire, il faut qu'on se parle vite parce qu'on est attendu par les clients. Voilà, merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des développeurs qui ont des applications qui pourraient aller ou s'intégrer sur l'îlot Caperly ? Non ? Si ? Ou d'autres idées qui puissent, des capteurs, des choses qui rendent l'expérience plus sympathique. Bonjour. Oui, bonjour. Alors moi, je travaille dans un grand groupe
un des moteurs, je pense, de la démotivation, elle est aussi liée à l'organisation de la société et au silotage, c'est-à-dire que chaque équipe est bornée à un sujet et en fait, il y a des freins organisationnels à réfléchir. Est-ce que vous proposez des choses à des entreprises qui sont déjà dans une démarche de transformation ou est-ce que les outils sont là pour les aider à se transformer? Alors actuellement, sur les outils physiques qu'on met en place, on a les deux. On a vraiment les organisations qui, justement, veulent avoir des outils qui vont décloisonner parce qu'on va pouvoir mettre autour de la table et faire jouer. On va être sur des outils qui sont révélateurs. Hein. Le jeu et les mécanismes de jeu sont puissants pour cet aspect. Donc on peut décloisonner grâce à ces mécaniques de jeu. Maintenant, avec ce projet d'îlot collaboratif et connecté, on peut également, parce que c'est quelque chose qui va justement pouvoir être utilisé même en onboarding, c'est-à-dire dès qu'un nouvel entrant va rentrer, on va éviter ce cloisonnement, on va le faire travailler peut-être sur justement une approche décloisonnée. Donc j'ai envie de dire, on fait beaucoup de sur-mesure et c'est là où s'il y a une problématique, c'est décloisonné, on l'adressera en tant que tel. Donc c'est quelque chose qu'on fait déjà et qui sera d'autant plus possible avec une solution digitale demain. Il n'y a pas de raison. Oui. Si vous n'arrivez pas à trouver de développeurs ici suffisamment, enfin assez de développeurs, vous n'avez pas pensé à développer un partenariat avec les pays de l'Est, notamment dans l'outsourcing offshore? Ah, bah c'est une bonne idée. Je n'avais pas ça en tête, mais il faut que je le note. Vous avez quelque chose derrière la tête de plus précis ou vous avez des contacts? Il faut qu'on se voit après alors, j'ai l'impression. Hein. Avec plaisir. Caperly Lab, c'est déjà trouvé. Oh, formidable. Sur l'intelligence connective, oui, j'entendais bien. Ok, ça me va, ça me plaît. Connective. Ouais. Bonjour. Aujourd'hui, pas mal d'entreprises en fait font appel au télétravail, aux équipes multisites. Des fois, ça peut être sur les deux côtés de Paris ou une partie en France, une partie ailleurs. Est-ce que vous avez réfléchi à développer des outils dans ce sens-là? Et mais en fait, c'est une partie de la réponse, c'est cet îlot, parce que tant qu'on était dans des outils physiques, on était justement un peu limité avec cet aspect équipe à distance, à l'étranger, même si Sanofi, avec un jeu physique, il le déploie sur 2000 personnes sur 14 pays, hein, donc c'est pas non plus un frein si terrible. Par contre, l'aspect digital permet vraiment d'aller éviter, de pouvoir contribuer ensemble à distance. Donc ça, c'est une réponse, c'est justement une partie de notre volonté avec l'aspect digitalisation. Une dernière question peut-être? Non? Très bien, bah, merci beaucoup. Merci. Et on enchaîne. Bonjour, Marc, je suis le fondateur de Livemon. Livemon, c'est une solution de monitoring où l'idée, ça a été de repenser complètement la façon dont on faisait du monitoring. Alors, j'espère que j'ai un public relativement tech dans la salle. On a tous les mêmes problèmes de monitoring avec des problèmes de performance qui sont présents pour tout le monde. Des outils de monitoring qui ne parlent pas entre eux, donc de manière quotidienne, on va utiliser 6 à 7 outils. Et ensuite, on a un taux de satisfaction qui est généralement très très faible. On retrouve systématiquement les mêmes pain points. L'obsolescence, la plupart des outils sont basés sur Nagios. Nagios, c'est un logiciel qui est très bien, mais il a 20 ans. À une époque où 50 mégas de disque dur, c'était beaucoup. On ne pouvait pas stocker beaucoup de data. Ça a été conçu en fonction. C'est aberrant qu'à l'époque du cloud et de disques qui se mesurent en téra, on utilise encore ce genre de solution. On fait du search and rescue. On va attendre la panne pour essayer de la corriger. Qu'est-ce qui se passerait si on pouvait prévenir la panne au lieu d'attendre simplement qu'elle arrive? Le stacking, donc on va empiler tous ces outils qui ne communiquent pas entre eux, avec des coûts également qui vont s'ajouter. Et enfin, on a des problèmes de scalabilité. Dès que vous atteignez les 1000 serveurs, vous allez avoir des vrais problèmes à monitorer proprement votre infrastructure. L'idée de Livemon, c'est de rassembler tout votre monitoring. Donc le monitoring externe, est-ce que mon site est joignable par mes clients? Le monitoring interne, est-ce que mon logiciel tourne bien? Est-ce que mes serveurs
tourne bien, et les logs, qui représentent aussi une grosse partie d'exploitation. Pousser tout ça dans une intelligence artificielle, ce qui nous permet de faire du prédictif et du préventif. On va apprendre de votre infrastructure pour vous aider à prévenir des problèmes futurs. Ensuite, on pousse tout ça dans une plateforme all-in-one. L'idée de Livemon, c'est de monitorer la vie réelle. Beaucoup de solutions de monitoring ont été écrites pour des cas qui n'existent pas dans un monde parfait où on a tous des serveurs qui se comportent comme ils le devraient, des serveurs qui ne sont pas chargés à 90%. Nous, on va vraiment s'adapter à ce que fait réellement votre infra. On sait qu'on a du code des fois qui n'est pas idéal. On sait qu'on a des machines qui sont surchargées. On fait avec. La solution, déjà, on va monitorer beaucoup plus de métriques. Sur une métrique, on va être capable de monitorer plus de 2000 métriques toutes les secondes, de les remonter en permanence. Ça représente 4 kilos de réseau. C'est absolument ridicule aujourd'hui. Et du coup, de vous alerter directement sur énormément de métriques. Et on ne va pas vous montrer ces 2200 métriques. Il n'y aurait pas d'intérêt. Vous pouvez les regarder si vous voulez faire un deep dive. On va vous les traduire. On va vous montrer qu'est-ce qui est intéressant là-dedans. Un disque dur, typiquement, on ne va pas attendre qu'il soit plein à 80% comme une solution de monitoring classique pour vous dire attention, il y a un problème. On a tous des serveurs avec un disque qui est plein à 95% en permanence et tout va bien. Et on a aussi envie d'être prévenu quand sur un serveur de prod, main, on est à 30%, ça commence à monter. C'est bien d'être prévenu avant d'être à 80%. On s'adapte vraiment à une logique d'usage. Les weather maps également. La plupart des solutions de weather map aujourd'hui nécessitent énormément de configuration manuelle. À partir du moment où vous installez un agent Livemon sur votre machine, on fait automatiquement la cartographie de votre réseau, de tous les agents entre eux. On se connecte directement au kernel. On va regarder l'étape de routage pour Linux et Windows et vous affichez directement ce qui se passe entre vos machines avec le type de protocole, la quantité de data qui transite, etc. L'idée, c'est de savoir exactement ce qui se passe. Il y a des implications de sécurité également. Si deux machines qui ne sont pas censées parler ensemble se mettent à parler, on peut vous envoyer une alerte de sécurité en vous disant attention. Enfin, les logs. J'ai toujours trouvé que les logs avaient été toujours gérés d'une manière absolument abominable par toutes les sociétés spécialisées là-dedans et pour un coût absolument aberrant. On a quand même des solutions aujourd'hui qui parlent en termes de mégaoctets. Je ne sais pas, moi, les logs, j'en ai des téras tous les jours. Et on ne peut pas faire une vraie exploitation, on ne peut pas faire des recherches poussées. Avec Livemon, on vous propose un outil qui s'appelle LMgrep qui vous permet de faire des recherches extrêmement avancées dans vos logs, de les piper et d'utiliser vos outils habituels ensuite. Une recherche dans 150 gigas de logs vous retourne un résultat en moins d'une seconde. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir exploiter la puissance de nos logs, chercher ce qui se passe dedans. Livemon, c'est un projet que je porte aujourd'hui avec Julien. On s'est rencontrés dans une start-up qui s'est relativement bien développée. On était frustrés par nos problématiques de monitoring déjà à l'époque. Aujourd'hui, c'est également une équipe de 16 personnes. 70% de développeurs. Livemon, c'est par les techs, pour les techs. Donc on recrute, j'en profite pour le préciser. Donc du sysadmin Linux, des développeurs JS et également si vous êtes vraiment close to metal, ça nous intéresse. N'hésitez pas à venir nous voir, on a un stand au Village Startup. Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on ouvre notre bêta. Jusqu'à présent, on est en bêta fermée avec des startups et des grands groupes. Aujourd'hui, on ouvre la bêta. Vous pouvez utiliser les deux codes qui sont derrière vous. Le premier permet d'accéder à la bêta, donc d'avoir un accès un peu plus early, avec un peu plus de plâtre qui peuvent être à essuyer. Et le deuxième vous permet d'avoir un accès directement à la version finale une fois qu'on aura fini tous nos tests en release candidate. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Bonjour, merci. Tu nous as pas parlé si c'est une solution on-premise ou externalisée ? Alors, principalement, on fait du SaaS. Sur un très gros client, on est capable de faire du on-premise. On sait aussi faire du SaaS privé. Donc, si vous voulez avoir des machines qui sont dédiées à votre infrastructure, on est capable de l'offrir. Donc j'ai une question, c'est vos propres serveurs à vous ou vous utilisez d'autres clouds pour faire tourner c'est nos propres serveurs. Alors on est une équipe un peu inhabituelle. La moyenne d'âge de nos développeurs est de plus de 40 ans. On est vraiment en close to metal. Voilà, on a des développeurs qui savent encore ce que c'est l'assembleur chez nous parce qu'on veut des choses qui soient vraiment extrêmement rapides, y compris sur notre agent. On ne va pas consommer de ressources.
Donc on a des machines, on a des serveurs, on a aujourd'hui un peu plus de 220 serveurs LiveMon qui sont déployés sur lesquels notre solution tourne. J'ai une question par rapport à l'effort d'adaptation, par rapport au SI du client. Comment vous gérez ce point? Enfin, les SI sont tous différents avec des technos, des détails de sécurité, enfin, plein de problématiques de mise en place, quoi. Alors justement, la problématique de la mise en place, merci pour la question, j'en ai pas parlé, 5 minutes c'est court. La logique de LiveMon, c'est d'être pain-free à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'exploitation, mais également au niveau de l'installation. Au lieu d'avoir en permanence des tonnes de scripts à configurer, l'installation de LiveMon, on va scanner votre machine, on va détecter toutes les sondes qu'on connaît dessus et qu'on peut installer dessus, et on les déploie. De la même façon, on a un système de mise à jour automatique. Si demain, nous, on développe une nouvelle sonde, elle est automatiquement installée sur votre machine à partir du moment où vous avez laissé l'auto-update activé. Voilà, donc c'est automatiquement installé. Et le but, justement, c'est de réduire la pain à l'installation. Une dernière question, peut-être? Non? Très bien, merci. On enchaîne avec Lucybelle. Bonsoir à tous. J'ai 5 minutes pour vous parler de Lucybelle et vous parler de l'IFI, d'une petite révolution qui est en train de se passer, qui est le LIFI. Aujourd'hui, elle est représentée avec cette petite boîte. J'ai une vidéo qui dit à peu près tout et après, je vous en dis encore plus. Si ça marche. Lucybelle est une société française qui conçoit, fabrique et commercialise des solutions et services innovants basés sur la technologie LED. Bien au-delà de la lumière, la LED offre aujourd'hui de nouvelles opportunités. Après avoir révolutionné l'éclairage, la LED entre dans une nouvelle ère, la communication par la lumière. Avec le premier luminaire LiFi industrialisé du marché, Lucybelle vous offre l'accès à Internet par la lumière. Le LiFi, pour Light Fidelity, est une technologie de transmission de données bidirectionnelle haut débit via la lumière LED, permettant de se connecter à un réseau Internet. Pour accéder au réseau LiFi, il est nécessaire pour le moment d'utiliser une clé USB LiFi et de vous installer sous le cône de lumière. Et ça fonctionne. Pour preuve, les luminaires LiFi sont directement intégrés à l'architecture IT du bâtiment. Donc imaginez un bâtiment entièrement équipé de ces luminaires. Un accès au débit, bien plus sécurisé que le Wi-Fi, par zone et sans ondes radio, donc sans risque pour la santé. Le luminaire LiFi devient un objet connecté et connectant qui va permettre l'essor de l'Internet des objets. Alors très rapidement par rapport à la technologie elle-même, c'est la lumière LED, donc la LED, qui scintille des milliers, des millions de fois par seconde. Et donc, ce scintillement, c'est la possibilité de véhiculer des 1 et des 0. Des 1 et des 0, c'est donc la possibilité de véhiculer de la data, des bits, des octets, des kilooctets, des mégaoctets, et donc de la data. C'est ce que l'on a fait donc, en intégrant au sein de notre luminaire LED, celui qui est présent ici. Donc, c'est lui qui diffuse la data. Vous voyez ce boîtier et ce petit rond rouge qui signifie que ce luminaire LED est donc connecté au réseau pour pouvoir recevoir et donc connecter à l'infrastructure réseau chez vous, chez votre client, chez vous à la maison, à votre box, pour diffuser la data. Et aujourd'hui, la contrainte, mais aussi le petit miracle, c'est de pouvoir le réceptionner via cette clé. Elle faisait la taille d'un clavier il y a 2 ans. Elle faisait cette taille-là encore il y a quelques semaines et elle est maintenant réduite à ce niveau. Et c'est la possibilité de l'avoir à terme intégrée dans un laptop, dans une tablette, etc., etc. Et donc, on crée un cône de lumière qui est ce cône de connectivité. On va bien sûr gérer le handover, le passage d'un cône à un autre sans perte de connexion. Et donc, comme un réseau finalement Wi-Fi, c'est du Wi-Fi par la lumière. L'intérêt et les usages que l'on y voit, c'est de sécuriser l'accès à la data,
puisque vous savez, on sait que le Wi-Fi diffuse, le Wi-Fi arrose, le Wi-Fi traverse les murs, les plafonds, les dalles, alors que la lumière, par définition, la lumière qui éclaire cette salle n'est pas celle qui éclaire la zone de start-up à côté. Et donc, si je dois donner la connectivité dans cette salle, je sécurise l'accès à l'information dans cette salle. Ça, c'est cet aspect sécurité. Le deuxième, c'est que c'est la lumière. On utilise la lumière pour véhiculer la data, donc pas d'ondes radio. Donc on s'affranchit de toutes ces problématiques d'environnement électromagnétique qui sont dangereux peut-être, saturés, ils vont le devenir. On voit au Japon, à Tokyo, certaines zones, on ne peut plus déployer de Wi-Fi. Et donc là, on répond à des problématiques particulières. Et ce Wi-Fi répond à ça aussi. Et on garantit les zones de connectivité, puisque lorsque vous êtes sous la lumière, vous avez bien ce débit qui vous est attribué à vous et à vous seulement, ou dans votre salle de réunion, ou dans votre bureau. Les perspectives, c'est aussi de dire aujourd'hui, ce produit a été lancé l'année dernière, en 2016 plus précisément, septembre 2016. C'est un seul produit, c'est une gamme complète à déployer, donc une gamme qui va être une dalle, des luminaires plus petits. Certains nous disent dans une liseuse dans un avion, dans une liseuse dans un train, etc. Ça, c'est tous les produits que l'on a encore à développer. Et en parallèle, le fait aussi de normaliser la solution pour proposer des solutions d'interopérabilité comme le Wi-Fi. Le Wi-Fi, il y a 20 ans, c'était le début du Wi-Fi. Aujourd'hui, c'est la 802.11 que vous connaissez tous, ACBGN, ACAX, etc., etc., pour une 802.11L ou autre demain. Ça, c'est les perspectives que l'on a à terme. Merci. Oui, question. Ah, j'ai peur de monsieur. Je plaisante. Ça Madame a osé dire que, comment vous avez dit, perché Non, je voulais vous poser une question par rapport à, imaginons qu'il y a quelqu'un qui est un geek de MacGyver et il s'est inspiré de ce personnage. Il a intégré tous ses savoirs, il utilise également le crowdsourcing. Il a un réseau de hackers et il s'amuse à mettre des miroirs sur pour faire la réverbération de la lumière. Quel est votre degré de sécurité sur votre infrastructure LiFi ? Donc aujourd'hui, à travers une vitre, avec des jeux de miroirs, etc., imaginez comment pénétrer dans cette salle avec un jeu de miroir. Un beau défi que je vous lance, que je vous retourne dans ce cas-là. Effectivement, il va y avoir ses limites, mais des gens comme Thales, Safran, le domaine de la défense, donc, puisqu'il va y avoir demain des shelters en opération équipés avec du LiFi parce qu'ils ne peuvent pas mettre de Wi-Fi. Donc imaginez le niveau de sécurité que l'on réussit déjà à obtenir. Alors bien sûr, le Wi-Fi a été craqué au mois de septembre l'année dernière par des professeurs de l'université de Louvain, le WPA2. Un jour, je pense aussi qu'on y viendra et que le LiFi sera aussi craquable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et on prétend, on est assez fiers de dire qu'effectivement, il est beaucoup plus sécure que le Wi-Fi. Aujourd'hui, c'est plutôt des solutions complémentaires. Ce sera peut-être une alternative demain. Et il y a aussi cette notion de performance. Parce que l'onde radio, le 2.4 GHz en Wi-Fi, est limitée par rapport aux performances. Avec le LiFi, c'est de la lumière. La fibre optique, c'est de la lumière. Les 700 gigabits de la fibre optique, on n'y est pas très clairement, mais c'est des perspectives que l'on a en laboratoire pour demain inonder le monde et remplacer les 15 milliards de points lumineux et en faire des plafonds numériques, lumière et data, avec des points de vue d'économie, etc., etc. Ouais. Bonjour. Alors moi, j'ai une question pour savoir comment est-ce que vous remontez la data, comment vous faites la partie upload sans lumière. Donc aujourd'hui, effectivement, on pourrait tout à fait faire la partie upload avec la lumière, sauf que ce serait extrêmement désagréable depuis la table d'être ébloui. Donc déjà l'éclairage là, celui qui m'éblouit en l'occurrence en face. Donc aujourd'hui, vous voyez cette cellule qui est la cellule de réception et la cellule de remontée est en infrarouge tout simplement. Et on a des débits symétriques, bidirectionnels, full duplex en même temps. Donc avec les débits aujourd'hui à 42 mégabits.
Et on est en train de travailler sur des solutions à 100 mégabits, toujours en infrarouge, et la possibilité de l'intégrer demain, parce que le challenge et le défi, c'est de l'intégrer demain dans nos smartphones. Et c'est ce que l'on fait en travaillant avec Apple, Samsung, Huawei et compagnie, Qualcomm, par exemple, pour intégrer sur les chips le Li-Fi demain. C'est les perspectives qui étaient présentées ici à un horizon 2020-2021. Avez-vous pensé à pouvoir créer l'association Lucibel Lab pour pouvoir apporter des extensions et faire une plateforme d'accompagnement à la création de start-up, pour apporter des extensions pour vous inspirer du management de Google, pour favoriser l'intrapreneuriat et avoir la possibilité de pouvoir développer des modules pour les voitures connectées? Alors, les voitures d'autonomie avec des solutions Li-Fi. Alors, il faut savoir que le Li-Fi, justement, précisément, vient des idées de la voiture connectée, à savoir les premiers véhicules, en l'occurrence Audi, qui avaient des phares à LED. Donc, ils ont imaginé utiliser la lumière LED pour la voiture autonome, le fait de piloter la voiture, le fait de pouvoir s'aligner, freiner, ralentir, etc., avec la lumière LED. Donc, c'est l'idée première qui date de 2009-2010. Aujourd'hui, ce n'est pas la perspective que l'on a côté Lucibel, c'est plutôt de remplacer, d'avoir cette solution qui est plutôt du Wi-Fi par la lumière, avec tout ce que fait le Wi-Fi aujourd'hui à la maison, dans l'entreprise, etc., etc. Mais c'est aussi, il y a beaucoup de possibilités avec la lumière, si vous voulez. Alstom nous demande de faire des connexions de TGV par la lumière en réduisant l'angle de couverture, etc., l'angle de diffusion, pardon, pour connecter les rames de voiture. C'est l'idée, effectivement, de la voiture connectée aussi demain. Merci beaucoup. On enchaîne. Bonsoir. Alors, je suis Emmanuel Valconer. Je suis le CEO d'EasyHop. Alors, EasyHop, pour que vous puissiez retenir ce nom bizarre, c'est l'anagramme de poésie. Voilà, et c'est une pépite française spécialisée dans l'intelligence artificielle sur la Natural Language Generation, sur la génération langage naturel. Alors, on est présent à Paris, Lyon, New York, Bogota et en Angleterre, à Oxford. Je vous dirai un petit peu pourquoi on est là-bas tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le logiciel d'EasyHop est un agrégat de composants d'intelligence artificielle qui permettent de lire des données, des grandes masses de données, de les interpréter et d'écrire des recommandations ou des commentaires. Donc, on a deux use cases principaux. Le premier use case, c'est principalement dans les banques, assurances, mais aussi dans l'industrie pharmaceutique pour générer des rapports. Donc, générer des rapports de gestion, générer des rapports de PNL, générer des rapports de KPIs, etc. Donc, on génère le rapport et ensuite l'expert, un draft de rapport, peut le commenter, etc. Mais ça va évidemment infiniment plus vite. On en fait environ 100 millions par an. On pense qu'on fait à peu près 100 millions de rapports par an. Donc, c'est utilisé de façon industrielle par nos clients. Et la deuxième grande utilisation, c'est d'utiliser notre logiciel comme un coach virtuel, un coach interactif qui aide le commercial dans une banque à mieux vendre, à comprendre son client, à avoir des recommandations avant de le voir, à l'accompagner dans l'entretien, à écrire le compte-rendu. Donc c'est vraiment un coach super puissant, principalement des métiers, là aussi, de banque et assurance. Alors on a fait nos compétiteurs, on a assez peu de compétiteurs, c'est un marché assez spécialisé, on a des compétiteurs essentiellement aux États-Unis, et on a une histoire complètement différente d'eux. Aux États-Unis, tous nos compétiteurs, en fait, ont fait un MVP, ont fait un pilote, énormément investi dans le marketing et levé des centaines de millions de dollars. Et ensuite, ont essayé de développer, évidemment, des produits qui nous font compétition aujourd'hui. Nous, on a fait juste l'inverse. On a été autofinancé depuis le début, depuis 10 ans, toujours été profitable. On a eu des très gros clients qui nous ont fait confiance, Société Générale, BNP, Crédit Agricole, Sanofi, qui nous ont financés. On a une technologie ultra robuste, ultra innovante, très en avance par rapport aux autres. Et on vient de faire, après 10 ans, notre première levée de fonds pour nous développer. On croule sous le boulot et on veut se développer. Alors pourquoi je suis là ici? Je suis là pour vous expliquer pourquoi il faut nous rejoindre, parce qu'on a besoin de bras. Et 3 raisons principales. Alors la première raison, c'est que
on n'est pas spécialisé dans une technique d'intelligence artificielle, mais dans plusieurs techniques d'intelligence artificielle. On fait de la NLU, Understanding Machine Learning, c'est-à-dire l'interprétation des données. On dialogue, on fait du raisonnement avec des moteurs d'inférence et on a des technologies de génération de langage. En fait, c'est plusieurs grammaires qui vont générer en français, en allemand, en espagnol, en japonais, etc. Donc on a plein de technologies. Donc venir chez nous, c'est déjà, on est 50, une petite équipe, mais c'est aborder, je dirais, toutes ces technologies d'intelligence artificielle. La deuxième, c'est quand je vous disais, on produit à peu près 100 millions de recommandations de rapports par an. Il y a à peu près 25 000 conseillers dans les banques et assurances qui utilisent notre techno. On a un niveau d'exigence très très fort de nos clients. Et donc nous, on a un niveau d'exigence extrêmement fort sur la qualité de notre soft. Donc vous allez être coaché, formé. Vous allez être en contact permanent avec de différents chercheurs qui viennent de Normal, etc., pour avoir quelque chose d'absolument parfait. Donc c'est super intéressant. Un environnement très exigeant, mais très, très intéressant. Et le dernier point, et peut-être le plus important, l'intelligence artificielle, ça démarre. Ça fait 30 ans qu'on y bosse, mais ça démarre vraiment. Et il y a énormément de choses à inventer. Le Natural Language Generation, ces agents conversationnels intelligents, ils font l'interface entre la machine et l'homme. Nous, on pense qu'il faut mettre la machine au service de l'homme et qu'il y a énormément de choses à inventer. Donc venez avec vos idées, avec votre enthousiasme et on sera ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Je peux faire des réponses sans les questions. Ouais. Alors pourquoi, parce que c'est des questions qui m'avaient été posées, alors pourquoi en Colombie, à Bogota, on a un centre ? En fait, c'était une des questions qui avait été posée, c'est qu'on a un centre offshore que je viens d'ouvrir en décembre, suite à une rencontre d'un quelqu'un de formidable qu'on a rencontré à New York en septembre, et en décembre, on ouvrait un petit centre d'offshore avec, il y a une qualité d'ingénieur absolument formidable là-bas, et qui nous sert à supporter, à développer et à supporter le marché américain. Une question là-bas. Quel est le premier investisseur, à votre avis? C'est une question comme ça entre nous, question pour un champion. Quel est, à votre avis, le premier investisseur en Colombie? Réponse, la France. Ben voilà, on a contribué à une toute petite échelle. À une toute petite échelle, c'est un pays fantastique. Alors, je ne suis jamais allé, mon fils y est allé, il paraît que c'est un pays absolument extraordinaire. Voilà. Ouais. Donc on recrute des VIE à Bogota et à New York. Bon, je vous donne un peu, je fais un peu ma pub. On recrute à Lyon, le centre de R&D principal est à Lyon, et on recrute aussi des consultants à Londres, New York et à Paris pour accompagner nos clients, faire le paramétrage, etc. On est 50, je pense qu'on sera à 80 à peu près à la fin de l'année et plus de 100 l'année prochaine. Donc on a vraiment de gros besoins. Juste une question un peu technique sur l'intelligence artificielle. Il y a récemment que les algorithmes les plus performants ont été déployés industriellement, enfin, avec l'apport de Google et l'apport d'autres firmes. Donc, comment vous avez géré ce changement? Parce que entre ce qu'on faisait il y a 10 ans et ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a pratiquement rien à voir. En fait, il y a 10 ans, on appelait ça plutôt de l'analyse prédictive. Non, tout à fait, mais je pense que c'est... je pense qu'il y a beaucoup d'avancées effectivement qui ont été faites par les GAFA en particulier, dans le machine learning, dans le raffinement des algorithmes. Nous, on a développé nous-mêmes, si vous voulez, un certain module d'intelligence artificielle, comme la NLG, c'est quelque chose qu'on a fait de zéro, enfin ça n'existait nulle part. En revanche, on va utiliser aussi des algos de tiers pour intégrer du machine learning. On n'utilise pas notre machine learning, mais on va utiliser le machine learning, on va l'intégrer de façon élégante dans notre soft. Donc plus il y a des avancées, je dirais, par des tiers, mais c'est des choses qui sont assez courantes dans le soft, quoi, hein, que ce soit open source ou autre, plus on va pouvoir s'enrichir et s'améliorer. Et on n'est pas spécialisé uniquement dans le machine learning ou dans un type de labo, mais nous, on est obligé, pour avoir quelque chose qui comprend, qui interprète, qui raisonne, qui explique, voire qui dialogue, on est obligé de prendre plusieurs composants d'intelligence artificielle. Donc s'il y en a qui sont beaucoup plus performants, bon, on va les prendre, les intégrer pour rendre notre soft encore plus performant.
Juste une autre question. L'intelligence artificielle, en fait, c'est très lié au processus métier, c'est très lié à la structuration de la data chez les clients. Et ça, c'est un des grands problèmes aujourd'hui. Comment vous positionnez par rapport à ces problématiques? Alors, on a eu une approche qui était très horizontale initialement, donc qui était vraiment complètement horizontale, donc qui a tapé n'importe quel type de rapport ou de recommandation sur n'importe quel type d'industrie. C'est vrai que de plus en plus, pour être efficace et pour avoir des projets de plus en plus rapides, on se spécialise dans certaines industries, la banque, l'assurance et la pharma. Donc c'est comme ça qu'effectivement, on injecte de plus en plus au fil des projets de la connaissance métier, de l'expertise métier dans notre soft. En fait, c'est important. Ouais. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, je suis Marc Rampal, cofondateur de Jariquez. Et avec mes associés, on est parti d'un constat simple, qui est dans le monde des entreprises de l'industrie et du génie civil, les transports, l'énergie, la construction. On travaille avec des infrastructures qui sont énormément complexes, des parcs très importants. Et en fait, ces infrastructures, elles sont couvertes que par des cartes en 2 dimensions, qui n'ont pas évolué avec le temps, et qui, la plupart du temps, ne sont plus à jour, sont uniquement sur papier, ou même ont été perdues. Et ça représente un risque énorme pour ces entreprises. Dans un premier temps, un risque qui est économique. Ne pas bien connaître leurs infrastructures quand ils veulent les modifier, les maintenir, c'est un coût énorme. On estime aujourd'hui que quand on fait une modification des travaux de construction, il y a à peu près 10% du budget qui part dans la correction des erreurs après le chantier. Et il y a un deuxième risque qui est le plus important, c'est le risque humain. Ces entreprises, elles envoient des gens sur le terrain. Et dans des milieux toxiques, en présence d'amiante, ou même où on a des risques de chute d'objets, d'effondrement, les envoyer dans un terrain qu'ils ne connaissent pas bien, c'est un risque énorme. Et il faut leur donner le plus de connaissances pour réduire leur temps d'intervention sur place et surtout anticiper les risques. Donc les entreprises de ce secteur-là, elles ont bien conscience de ces challenges. Et à travers leur transformation numérique qu'elles ont opérée comme dans tous les autres secteurs, elles travaillent à ces problématiques-là et notamment elles utilisent la 3D. Ça s'est traduit dans ce secteur-là par le BIM, la maquette numérique, donc créer des modèles numériques, des digital twins de leurs infrastructures. Mais le problème, c'est que cet effort-là, pour l'instant, il a été entamé, mais il est principalement fait pour les nouvelles structures, les nouveaux bâtiments pour lesquels ils construisent ces maquettes numériques. Et en fait, tout le parc existant reste coincé avec ces plans en 2 dimensions. Et donc, il y a un vrai besoin d'aller numériser les structures existantes pour en obtenir des plans 3D. Face à ces problématiques-là, il y a des solutions existantes qui existent depuis un certain temps. C'est les fameux lasers de géomètres développés par Faro et Leica, que vous avez peut-être vu dans la rue, sur trépied. Mais le problème de ces solutions, c'est qu'elles sont réservées à un public d'experts, des géomètres qui coûtent énormément cher. Et surtout, c'est des solutions extrêmement lourdes, dures à amener dans ces endroits encombrés. Et surtout, elles sont lentes, car elles sont fixes. C'est-à-dire qu'il faut systématiquement poser son trépied, attendre plusieurs minutes, puis faire une série successive de différents points pour avoir toute la donnée. Et ça représente un temps énorme et qui est extrêmement coûteux, notamment dans des infrastructures où on ne peut pas se permettre des arrêts de production, etc. Face à cette problématique, nous, on a cherché à construire des solutions mobiles qui vont justement permettre d'accélérer le processus. Et pour ce faire, on est allé chercher des nouveaux capteurs qu'on trouve notamment dans les voitures autonomes, donc c'est les lasers LIDAR, qu'on a combinés avec des algorithmes de mapping et de localisation qui nous permettent justement de manière mobile de créer des cartes 3D. Et donc ce caractère mobile va justement multiplier la vitesse d'acquisition par 10. Et donc ce module de cartographie 3D, nous on l'a intégré dans 2 produits. Un premier, un produit d'appel qui est une tablette toute simple, qui permet à un opérateur non qualifié de simplement lancer sa séquence d'acquisition. Et au rythme simple de la marche, il se balade dans son infrastructure et en temps réel, sur son écran, il voit la carte se construire et s'assurer qu'il a bien capté toute la structure. Et on a un deuxième produit un peu plus élevé, on retrouve ce même module de cartographie 3D qu'on embarque sur un drone. Et le drone va pouvoir accéder aux parties inaccessibles et surtout va tirer parti du fait que la carte 3D est créée en temps réel pour se déplacer tout seul, sans pilote. Et donc tout seul, le drone va se balader pour acquérir la donnée là où il ne l'a pas encore. Donc là, c'est parfait pour les zones inaccessibles, mais aussi pour les endroits où on ne veut pas envoyer d'humains parce que c'est dangereux. Je terminerai en parlant d'un use case dont on est assez fier, sur lequel on a travaillé. Donc c'est avec la société Suez. On allait sous le quartier de la Ferre de la Défense, où il y a des galeries techniques dans lesquelles il y a des galeries d'eau potable qui passent. Et on a numérisé à peu près 3 km de galeries. Et on a restitué ça sous la forme d'une application mobile qui permet à leurs exploitants qui sont sur le terrain de se balader un peu à la Street View dans cette carte-là. Et eux, ça leur a permis de réduire leur temps de planification pour la maintenance et surtout de réduire leur temps d'intervention en cas d'incident.
Donc si vous êtes intéressé par ces solutions pour vos entreprises dans lesquelles vous travaillez, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations ou même planifier une démonstration. Merci à tous. Alors, question. Faut vraiment s'asseoir devant. Hein. Oui, je voulais savoir, vous n'avez pas pensé à pouvoir développer un hackerspace, justement, pour pouvoir faire venir des étudiants qui veulent monter des projets en prenant par exemple des consoles de jeux vidéo modifiées pour faire des drones, en cassant les cartes mères de la Wii, par exemple, et en faire un drone? C'est marrant parce qu'en fait, nous, ce projet, il est issu d'un projet étudiant à la base. Donc finalement, on est issu peut-être de ce hackerspace. Au sein de notre école, on a commencé à développer le projet comme ça. Un projet étudiant très technologique qui a été développé sous la forme d'une société par la suite. Malheureusement, aujourd'hui, on n'utilise pas beaucoup de cartes mères de Wii pour construire des drones, mais on va surveiller. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Au début de votre présentation, parce que je ne connaissais pas du tout votre société, il y avait une image avec un plan en 2D. Est-ce que vous n'avez pas idée de vous servir, si les sociétés ont déjà des plans en 2D, de les scanner et d'éventuellement de les transformer en plan 3D? Oui, donc effectivement, il y a des entreprises qui travaillent là-dessus. Nous, en fait, la problématique qu'on travaille beaucoup avec nos clients, c'est que c'est des endroits où il y a beaucoup d'objets à l'intérieur. Et souvent, ces plans, ils couvrent que les murs, le sol, etc. Et donc, aller scanner à l'intérieur, ça nous permet surtout d'acquérir toute la donnée des équipements qui sont à l'intérieur. Et surtout, après ces équipements, en construisant des modèles 3D objets, on peut aller rattacher toutes les données qu'ils ont via leur système d'information. Et dans le modèle 3D, rattacher les données qui s'appliquent à chacun des équipements qu'ils ont dans leur structure globale. Je crois qu'il y avait une question. Bonjour. Vous avez réfléchi à intégrer ces informations-là dans des lunettes 3D? Comme ça, un agent qui va aller se déplacer pour faire une intervention, il pourra suivre son chemin, en fait. Surtout, par exemple, dans un labyrinthe comme celui de la Défense ou autre. Effectivement, ça fait partie là des sujets qui sont peut-être un peu plus prospectifs. Mais effectivement, nous, on est sur la brique acquisition. Et aujourd'hui, on cherche à nouer des partenariats avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, qui va du traitement des données, la valorisation et la visualisation, qui passe par les lunettes, qui sont en réalité mixtes, virtuelles, mais aussi sur des visualisations 3D plus macro sur tablette, etc. Mais effectivement, ça fait partie des usages futurs qu'on pourra avoir, avec ce qu'on qualifie maintenant de maintenance augmentée, où effectivement, en réalité mixte, on pourrait voir les informations techniques de son équipement, puisqu'on a le modèle 3D de l'infrastructure. D'autres questions? La dernière. C'est la dernière. Avez-vous pensé à pouvoir développer donc, ce type de technologie qui va permettre d'être customisé pour le secteur de l'humanitaire en cas de catastrophe climatique? Effectivement, ça fait partie des secteurs identifiés. Un des exemples qu'on cite souvent, c'est quand il y a eu le tremblement de terre à Haïti, où il était critique pour les secours de savoir comment avait évolué le terrain pour eux avoir la capacité d'intervenir. Donc effectivement, ça fait partie des enjeux, notamment avec le drone, on peut utiliser pour avoir une carte mise à jour du terrain tel qu'il est, pour permettre aux secours d'intervenir le plus vite possible. C'est pas prévu. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, tout le monde connaît la cybersécurité. En fait, nous, ce qu'on fait chez SWAC, c'est on va utiliser la full, donc la CROD. Donc, ça, c'est la nouvelle réalité du terrain, c'est une nouvelle réalité opérationnelle. Alors, nous, chez SWAC, voilà, on est une équipe de passionnés, c'est vraiment le moteur du SWAC. Donc, on a des compétences diverses et variées, mais essentiellement, c'est tous connus autour d'une association, autour notamment de la Nuit du Hack, donc qui rassemble maintenant plus de 2500 visiteurs. On a commencé, la Nuit du Hack a commencé, il y avait une vingtaine de personnes, il y a plus de 16 ans maintenant.
Et du coup, c'est ce qui nous anime tous les jours, c'est aider nos clients, aider des ONG, aider aussi, créer des vocations, et tout ça dans notre écosystème. On a eu notamment plusieurs prix, on est soutenu par OVH, on fait partie de différents organismes, on a 4 plateformes en fait aujourd'hui. Notre proposition de valeur, en fait, elle est simple. C'est que on s'est posé la question, en fait, en 2014, quand il y a eu l'émergence des plateformes de bug bounty américaines, c'est commencer à regarder comment transposer le modèle avec des valeurs européennes. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. On a structuré YesWeHack en 2015 avec une plateforme, donc la première du genre, la première plateforme ouverte. Il faut savoir que depuis, alors on est plutôt vers les 4000 bugs, mais en fin d'année 2017, en fait, on a remonté environ 3000 bugs, donc 90% qui étaient valides. L'idée, c'était vraiment d'avoir une force européenne, donc des prestataires européens, des partenaires européens, et que ça soit régi par les lois européennes. Donc le bug bounty, en fait, c'est assez simple. On va utiliser la CROD, donc c'est de la CROD Security. Donc on va utiliser en fait une communauté de hackers. Et nous, on va être un tiers de confiance entre cette communauté et les clients. Donc les clients en fait vont proposer des applications à tester, donc ça peut être des sites de l'IoT, ça peut être des applications mobiles, et derrière en fait les chasseurs de failles, les chasseurs de failles de sécurité, en fait vont trouver des vulnérabilités, vont écrire des rapports, et derrière nos clients vont corriger. Donc en fait c'est un cercle vertueux. Alors en chiffres, ça donne quoi? Aujourd'hui, en fait, pour avril, on est 4200 environ. Donc aujourd'hui, on a 74 pays représentés. Donc il y a 4200 chasseurs de failles sur la plateforme. On a 67% d'Européens. Ça permet aussi de révéler les talents. Donc on est une plateforme ouverte, c'est-à-dire qu'il y a une gamification puisqu'ils gagnent aussi des points. Et les clients ont tendance, par exemple pour les clients type Orange, vont prendre le top 30, le top 40. Vous commencez tout en bas et petit à petit, vous allez améliorer votre capacité technique en apprenant avec vos pairs, et vous allez monter dans le classement pour être invité après sur des programmes qui sont privés. Il faut savoir que nos clients, en fait, 95% qui ne sont pas cités étant donné que c'est des programmes privés, puisque demain il y en aura un notamment, puisque j'interviens en plus demain sur une conférence au Pitch Startup à côté avec notamment Blablacar. Donc il y aura un nouveau client qu'on pourra écrire en gros sur nos slides. Mais en fait le bug bounty, ça a l'air simple comme ça, mais il faut traiter. Il faut traiter ces bugs, donc c'est un workflow de bugs. Vous le connaissez tous en tant que développeur. Mais derrière, c'est un workflow qui est métier, avec tout un système de gamification. Il faut savoir que les primes, ça peut aller de quelques centaines d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros. Vous regarderez un peu les Twitter, les chasseurs de failles qui s'exposent avec des primes pour avoir aidé telle ou telle société ou telle ONG à se sécuriser. Donc ça, c'est important, c'est un cercle vertueux. YesWeHack, en fait, c'est un écosystème. Puisqu'à la base, on avait créé un job board pour pallier à la pénurie en fait, des profils, et commencer à créer des outils pour mettre à la lumière en fait, cette communauté. Après, on a lancé justement un moteur de recherche de bug bounty afin de centraliser la communauté s'ils trouvent des failles sur un tel, voir s'ils avaient des programmes de réponse coordonnés de vulnérabilité, zéro disclose pour protéger les lanceurs d'alerte. Donc couplé à la blockchain, et puis les hackpéros qu'on organise, où par exemple à Paris, ça sera au mois d'octobre, on sera à peu près 250-300, où on se retrouve autour de conférences, et puis on fait du bug bounty privé pour des ONG gratuitement. Enfin voilà, c'est un écosystème qui est plutôt sympa. On rigole bien, et puis en même temps on utilise l'art du hacking pour aider son prochain. Voilà. Parce que c'est aussi vos data, faut pas croire. Merci. Je m'attendais à la question. Le mieux, c'est de garder le micro. Ça aurait été plus simple.
Oui, je voulais savoir par rapport à, je me rappelle plus le nom de la plateforme qui a eu lieu là-bas au Japon, sur lequel un Français talentueux, qui je me rappelle plus comment il s'appelait un autre marque, si j'ai bonne mémoire, Capperless, si j'ai bonne mémoire. C'est quelqu'un qui avait créé une plateforme sur le Bitcoin. Il y a eu des problèmes. Est-ce que votre entreprise aurait pu apporter une solution sur les solutions de cryptage et solutions de sécurisation des plateformes sur le Bitcoin? Alors aujourd'hui, tout ce qui est blockchain, ça fait partie de nos plus gros clients, quoi. Parce qu'avec les ICO, etc., en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des plateformes de bug bounty qui sont spécialisées justement sur les ICO. Nous, aujourd'hui, on va, par exemple, auditer des smart contracts ou aller un petit peu plus loin dans la chaîne avant, justement, de clôturer l'ICO. Justement pour assurer, parce qu'on a vu des ICO clôturer leur tour de table, et puis après, le lendemain, en fait, ils n'étaient pas sécurisés, le wallet, il est vidé, et puis tout le monde pleure. Donc oui, ça rentre dans le process comme une société, comme une société ou une application standard. Hein. De toute façon, dès qu'il y a du code, il y a de la vulnérabilité. Donc après, que ça soit de l'algorithmie, la crypto, c'est pareil. Bonjour. Il y a des clients qui ont peur des fois qu'un hacker puisse faire de malencontreuses actions dans le récit. Est-ce que ça vous amène du coup à signer en fait des contrats avec les clients pour s'assurer derrière que le hacker ne va pas altérer les données ou des trucs du genre? Alors, en fait, c'est un cercle vertueux. Le bug bounty, c'est simple. Nous, on est tiers de confiance, donc on signe des contrats cadres avec nos clients. Tout est en signature électronique. Donc aujourd'hui, on a des sociétés où on a le service juridique directement en frontal. Et derrière, en fait, on ne met jamais une seule personne. C'est le but du bug bounty. Vous mettez une seule personne, oui, vous allez démultiplier votre risque. Et en fait, tout est une question d'analyse de risque. Aujourd'hui, si vous ne faites rien, de toute façon, vos périmètres exposés sont déjà testés. L'idée, c'est de réduire ce risque. C'est ça la cybersécurité, c'est réduire ce risque. Donc comment réduire ce risque? C'est-à-dire que vous allez ajouter plusieurs différentes méthodologies sur un point, vous faites un test d'intrusion, c'est valable à T0, et là en fait c'est plus valable à T0, c'est en continu, c'est l'agilité du produit, vous êtes en maintien de conditions de sécurité. Et ce maintien en conditions de sécurité, il ne se fait pas avec une personne, il se fait avec 10, 20, 30, 40, 50 personnes en fonction de votre besoin. Et derrière, en fait, on ne va jamais jusqu'à exploiter les données. Puisqu'en fait, le but, c'est qu'on exploite la vulnérabilité, on passe sur la plateforme parce que c'est le premier qui a la vulnérabilité qui est payé. Et si on passe son temps à regarder, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Il poste au plus vite pour avoir la prime. C'est le principe du bug bounty, en fait. Pas d'autres questions? Très bien, merci. Alors, on a réussi à tenir le timing. Donc, on vient de voir du coup les 9 pitchs de Pitch Startup ce soir. On va passer du coup à la remise du prix du gagnant de Pitch Startup 2018 au Devox. Juste avant, je voudrais juste dire un mot. Voilà, on est très heureux d'avoir pu croiser la route de ces entrepreneurs, de ces start-upers qui créent leurs projets. C'est vrai que chacun, vous avez tous des énergies qui sont assez incroyables, des projets, ça fait plaisir de pouvoir avoir passé un peu de temps avec vous sur vos projets et de vous voir ici transmettre un peu ce que vous faites au quotidien et la passion qui vous anime chacun dans vos domaines très variés. Donc on est ravis en tout cas avec l'équipe de vous avoir croisé, et merci aux membres du jury d'avoir passé du temps, et en particulier à 50 Partners et Adrien d'avoir pris du temps aussi pour coacher en amont les startups et les conseiller aussi sur leur pitch, sur la façon de pitcher, parce que c'est jamais facile, et voilà, c'est de l'entraînement, c'est du boulot, et derrière du coup il y a du monde qui travaille sur cette organisation. Merci aussi à Juliette qui n'est pas là ce soir mais qui a travaillé sur l'orga, et à Jody qui a beaucoup bossé du coup sur toute l'organisation de cet événement, parce que voilà, ça prend du temps de préparer tout ça. Et je peux venir avec moi, on va remettre le prix du coup. Alors c'est un peu particulier parce que normalement l'année dernière on avait un seul prix, et là on a une situation où c'était les votes ont été très serrés entre les 3 premières startups, et on a eu un ex-aequo sur les deuxièmes. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire avec ces votes un peu particuliers. Et on a décidé avec le jury de décerner du coup un prix un peu coup de cœur du jury
pour le deuxième ex-aequo, enfin pour les deux deuxièmes ex-aequo, que je vais annoncer directement et que je vais inviter à venir sur scène récupérer leur prix. Derrière les prix, il y a des accompagnements qui sont offerts par nos partenaires. Donc on verra ça suite à l'annonce des prix en privé et on vous transmettra tout ça. Et pour le gagnant, il y a du coup un stand à nouveau offert au Devox l'an prochain et ainsi que des accompagnements et divers lots offerts par les partenaires de Pitch Startup. Alors, la première startup qui est du coup deuxième ex-aequo et qui a eu le coup de cœur du jury, c'est YesWeHack. Ouais, c'est là, les trois sont là dedans. Bravo. Bravo Guillaume. Merci à toi. Et du coup, je vais appeler le deuxième ex-aequo, qui est Lucibel. Bravo. Félicitations à vous deux. Et je vais remettre directement, on va remettre directement le prix de celui qui a remporté le plus de votes du jury, qui du coup remporte Pitch Startup 2018 au Devox, et c'est Livemon. Bravo, bravo à vous trois. Félicitations. Voilà, on vous souhaite le meilleur pour la suite et bon Devox à tout le monde et à très bientôt. Merci.